Alors, mon cher Marc, vous avez les présentations sur les programmes, donc je crois qu'on peut sauter sur ça. Et on va demander à Marc de nous parler de cette merveilleuse initiative. Je vous conseille absolument, si vous n'avez pas encore fait, d'aller visiter ce joli, intéressant, magnifique petit musée, petit en taille, mais grand en ambition, qui se trouve rue Servandoni, tout près de Saint-Sulpice, à Paris, et dont des petits pamphlets, comme on dit dans le franco-mauricien, des petites feuilles, en français on dit des dépliants, j'allais dire flyers, non, dépliants, se trouvent à votre disposition ici. Mon cher Marc. Salam 10 alaikum. minutes maxi. Good morning. Buenos dias. Bonjour. Ni hao. Et zdravstvuite. Quelque chose comme ça. Donc, je donne ça dans les 6 langues, qui sont les 6 langues qui sont utilisées en Mondolingua. Et je donne ça dans cet ordre parce que c'est alphabétique. Arabe, English, espagnol, français, mandarin et russe. Donc ce sont les 6 langues de l'ONU et on a choisi de tout présenter dans le musée Mondolingua dans ces 6 langues pour rester neutre. Il y a des Allemands qui arrivent, ils disent pourquoi pas en allemand, les Japonais. C'est l'ONU qui a choisi ces 6 langues, on va dire véhiculaires, et je reviendrai peut-être là-dessus. En tout cas, merci de m'avoir invité. Peut-être que vous ne saviez pas que je suis anglophone quand vous m'avez invité. Et je me sens légèrement un poisson hors l'eau ici en tant qu'anglophone parce que, avec la francophonie, mais aussi parce que ce que je représente, c'est une vision vraiment globale. Je ne pousse absolument pas la francophonie. En particulier, le français, c'est tout simplement une des 6 langues qui sont utilisées pour transmettre toute l'information de nature sur donc, le musée ou monde des langues, du langage et de la linguistique. D'ailleurs, au début, j'ai voulu dire monde et pas musée parce que le mot musée, pour moi, évoque un peu un espace statique, stérile, un peu à l'ancien, mais on a très rapidement eu des gens qui se sont pointés pour apprendre la Swahili ou je ne sais pas. On ne donne aucun cours à Mondolingua, donc très vite j'ai dû changer ça de nouveau vers le mot musée. Mais je crois que le mot musée aussi est en train d'évoluer, le concept de quelque chose de plus dynamique. On a fêté notre anniversaire 2 ans hier, donc on a ouvert en 2013. Et je crois que Mondolingua, cet espace langue, langage et linguistique, est unique au monde comme musée ou espace où on peut découvrir la globalité des langues. Il y a beaucoup de musées et espaces autour du monde où on découvre une langue particulière du pays ou un aspect littéraire ou linguistique. Mais nous, on vise vraiment à traiter un peu tout aspect et sans favoriser aucune langue. Et puis, dans ce but-là, partout dans le musée, on a une sensibilisation à la grande diversité, les langues qui disparaissent, à peu près une langue par mois, les diverses variétés, que ce soit des langues ou des variétés d'une langue, des dialectes, des créoles, pidgin, et donc leur valeur d'égalité chacun. On a un écran sur à peu près une quarantaine où j'ai intitulé ça « Quelle est la meilleure langue ?» Point d'exclamation. Et pour moi, c'est assez important que les visiteurs apprennent que finalement, ce n'est pas une question qu'on a le droit de se poser. Il y a des langues qu'on peut préférer. On a une petite enquête, quelle est votre langue préférée, le plus moche ou le plus sexy, etc. On peut avoir ses propres avis sur les langues. Moi, je peux préférer des brunes ou des blondes, mais ça ne veut pas dire que les brunes ou les blondes sont meilleures. D'ailleurs, pour répondre à une question, quelle est la meilleure langue, je crois qu'il faudrait en parler à peu près 6900 au moins
pour vraiment donner la réponse. Voilà, on a aussi des quiz où les gens passent le plus de temps, où ils doivent deviner quelle langue c'est, ils adorent ça. Après, quelle langue régionale. Donc, ça marche en français, on a dans le parti espagnol et anglais, je crois en chinois aussi. On n'a pas encore fini pour le russe et l'arabe. Après, quel accent en français, le cas échéant, si on est dans la partie française. Et puis, quel accent étranger en français. Donc, les gens passent... C'est l'écran qui fascine, où les gens passent le plus de temps. Alors... venez nombreux visiter le musée, je fais un peu de pub, merci pour l'occasion, vous avez le brochure là, et c'est un espace pour tout âge, et on espère que les gens sortent de là en mieux comprenant la diversité riche des langues, les dangers qu'il y a, aussi ce que font les linguistes, parce que quand on pose la question aux gens, que fait un linguiste, ils disent presque tous, ils parlent plein de langues. Mais au contraire, ce n'est pas forcément ça qui est un linguiste, ça c'est un polyglotte ou un autre mot, c'est quelqu'un qui étudie le fonctionnement du langage. Ça peut être comparant plusieurs langues, et ça aide beaucoup évidemment à parler plusieurs langues, mais on peut très bien passer sa vie à étudier les différences entre le français parlé dans le 16e arrondissement et dans les banlieues. Voilà. Alors, je veux passer à, pour moi, un grand paradoxe. On est dans le parti plurilinguisme, mais jusqu'ici, j'entends, et c'est marqué partout, francophonie, et je vois un certain paradoxe là que j'espère que vous allez attaquer aujourd'hui. La francophonie, c'est un grand effort de répandre le français et de pousser le français et de fortifier le français peut-être contre la dominance ou la position dominante de l'anglais. Et puis après, on parle de plurilinguisme, l'idée d'encourager les gens de parler leur langue ou de donner une valeur à leur langue. Et je vois une sorte de contradiction là. Donc ça, c'est une chose qui est sur le menu d'aujourd'hui, j'imagine. Et puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est que, j'imagine, si je demande, est-ce que vous êtes tous plus ou moins ouverts à l'idée les émigrés, là, les migrants qui arrivent de Syrie, Pakistan? Vous êtes tous ouverts à cette idée, n'est-ce pas? J'imagine, la plupart. Ouais. Alors, c'est une très belle chose, moi aussi. Mais c'est un grand, grand défi pour le plurilinguisme de la planète. On est vraiment devant ce défi actuellement, à mon sens. C'est-à-dire, ces gens qui viennent, ils vont tout de suite être obligés de parler soit l'allemand, soit l'anglais, soit le français. Leurs enfants, en tout cas les petits-enfants, risquent de ne plus parler la langue de leurs grands-parents. Et en fait, si on veut protéger et préserver toutes ces cultures, l'idéal serait laisser toutes les Bavarois dans leur coin sans aucun immigré ou aucune influence de l'extérieur. Et chaque communauté, ça c'est la façon de garder. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'est fait pendant des années dans les vallées de la Papouasie. Là, ils parlent encore 300 langues parce qu'il n'y a eu aucun contact. Et tout ce mouvement aujourd'hui va dans le sens de réduire ce plurilinguisme, et c'est un grand défi. On est tous pour le plurilinguisme, j'imagine, à peu près, et on est tous pour les migrants qui arrivent, peut-être, et c'est un vrai défi. En tout cas, je trouve que la tendance qui a commencé il y a 500 ans, les voyages, etc., où les langues ont commencé à entrer en contact l'une avec l'autre, cette tendance, donc, avec une diminution du nombre de langues, c'est inévitable avec la globalisation. En tant que linguiste, aujourd'hui, il faut qu'on constate, qu'on enregistre, qu'on protège ce patrimoine avant que ça disparaisse. Beaucoup de langues, comme je dis, à peu près une langue
par mois, dit-on. Et la dernière chose que je dirais, c'est qu'il faut voir ces langues comme les 6 langues de l'ONU, y compris donc le français, la francophonie, comme un pont, langue véhiculaire qui permet ces multicultures de se communiquer l'un entre eux, mais pas de façon à imposer l'anglais sur les gens, imposer le français sur les gens, que ça serve comme un pont. Ça, c'est mon dernier mot. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de matière à débat.